Avez-vous remarqué à quel point il est parfois difficile de plonger dans nos propres vies? On sait qu'il suffit d'un pas, une voix intérieure nous parle, on le sait clairement, on sait qu'il suffit de ce pas-là, de plonger dans le vide de nos incertitudes pour trouver les réponses que nous cherchons. Mais ce pas, on ne le fait jamais. Lestés comme nous sommes, par le poids de nos peurs, nos doutes, nos complexes et nos croyances limitantes. Et parfois, la vie vous donne un énorme coup de pied dans les fesses et vous plongez, en dépit de vos résistances. C'est exactement ce qui m'est arrivé un 13 février 2009. Victime de burn-out sévère, je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital. J'étais passé à ça de l'anévrisme. Je ne savais plus parler français, je suis espagnol, d'où mon accent. Et plus déroutant encore, je ne reconnaissais plus la femme avec laquelle je vivais depuis 8 ans. Cette histoire, elle avait commencé beaucoup d'années auparavant, presque 15 ans avant. À cette époque, j'avais une seule obsession en tête. Je voulais surfer les plus belles vagues au monde et dévaler les plus belles montagnes avec mon snowboard. Et comme j'étais nul en sport, je n'allais pas pouvoir le faire en tant que sportif de haut niveau. Du coup, il a bien fallu que je trouve une excuse pour me faire payer. Et cette excuse, ce fut l'entreprise. À 23 ans, je crée ma première entreprise. Et par la suite, j'en crée plein d'autres. Et je suis dans cette magnifique industrie de la glisse, et mon parcours est serti de succès. Et je suis dans cette courbe ascendante, et je rentre dans ce que moi j'appelle la section dorée de ma vie. Je suis vraiment dans mon paradis. Et un jour, je me suis perdu dans ce paradis. Et ce rêve que j'avais, je l'ai vendu. J'ai commencé à payer des jeunes pour le vivre à ma place. Et entre mes deux oreilles, j'ai mis, passez-moi l'expression, une putain de fiche Excel. Je m'étais mis au service de l'économie ultra-financiarisée des sociétés en bourse pour lesquelles je travaillais. Je n'avais plus qu'une chose en tête. Croissance exponentielle, rentabilité à 2 chiffres, rapport trimestriel et tout ce qui l'accompagne. Il n'a pas fallu longtemps d'éloignement de mon rêve pour que j'explose en vol. Et c'est là que je me suis retrouvé, sur ce lit d'hôpital. Mais peu je m'attendais à vivre une autre expérience, une expérience de mort imminente. À ce moment-là, je me suis absorbé dans un espace obscur, sombre. Mais il ne fait pas peur, parce que dans cet espace, il y a tout. Donc pas besoin de manifester quoi que ce soit, puisque tout est dans le non manifesté. Et là, une voix me parle, une voix que je connais très bien. Et cette voix me dit, « Iker, es-tu fier de ce que tu as accompli ?» Avec ces mots, le film de ma vie. Dans cet espace où tout est vérité, une seule réponse. Non. Mais la voix ne s'arrête pas là, elle rétorque. Iker, crois-tu que tu es sur le chemin pour lequel tu es venu? Je répète. Crois-tu que tu es sur le chemin pour lequel tu es venu? Même scénario, le film de ma vie, la même réponse évidente, tout est vérité. Non. À ce moment-là, je me fais absorber dans un trou béant de désarroi ultime. Je lève la tête, j'appelle la voix et je lui dis « Mais quel est mon chemin ?» Comme un enfant qui pleure. Et à ça, elle me répond juste « Trouve-le. » Je me raccroche à la gueule. Et je me retrouve sur le lit d'hôpital. À cet instant précis, je sais que je vais m'en sortir. À cet instant précis, je sais que ma vie va changer à jamais, mais la seule chose que je cherche, c'est une lueur d'espoir. Parce que je ne sais pas comment je vais faire pour sortir de ce trou béant de désarroi dans lequel je me trouve. Et cette lueur d'espoir, c'est un homme qui s'appelle Marc Alevi qui me l'a amené. Je me retrouve un jour dans une conférence comme celle-là, et Marc Alevi est docteur en physique de la complexité, docteur en histoire, docteur en philosophie, et qui plus est, prospectiviste économique international de grande renommée. Et là, il nous explique comment, depuis un certain nombre d'années, 20 ans, il a travaillé avec des scientifiques et avec des érudits de tout type, et ils ont réussi à prouver que l'on peut modéliser mathématiquement les cycles qui influencent l'histoire de l'humanité. Il dit qu'il existe plusieurs cycles, dont certains macrocycles de 550 ans. À chaque fois qu'un cycle arrive à sa fin, une rupture majeure fait naître un nouveau cycle. Il nous dit, sauf qu'aujourd'hui, ce que nous vivons n'est pas une crise. C'est la fin de l'un de ces cycles. Mais grand fait majeur dans l'histoire connue de l'humanité, nous ne vivons pas une rupture, mais 5 ruptures. Une rupture économique, une rupture écologique, une rupture technologique, une rupture philosophique et une rupture organisationnelle structurelle. Il nous dit, ce n'est pas une crise, ce que nous vivons est un changement de paradigme. Et à cet instant, il nous montre cette image que je vous montre ici, et il nous dit, désormais, vous avez juste 2 choix. Le premier choix qui est pour vous, c'est de regarder le monde avec des lunettes rouges. Et vous avez toutes
les raisons du monde d'être pessimiste, puisque vous allez crever avec votre logique. Soit sinon, vous avez la possibilité de regarder le monde avec des lunettes vertes. Et vous avez toutes les raisons du monde d'être optimiste, puisque vous allez être porté par une logique en plein printemps qui portera l'humanité pendant 550 ans. À cet instant, Marc Alevi ne parle pas aux 400 personnes qui sont dans la chambre. Il ne me parle qu'à moi. Et je comprends que tout est une question de posture. Moi qui naviguais du pessimisme extrême, de la crainte de sombrer à nouveau, à l'optimisme nécessaire de me dire je vais m'en sortir puisqu'il y a la vie, il y a l'espoir, ce jour-là, j'ai fait un choix. J'ai décidé que plus jamais je ne porterai ces lunettes. Et j'ai décidé qu'à partir de là, je les balancerai. Et que je dédierai le restant de mes jours et de mon existence et de ma carrière à ce changement de paradigme. Pour que j'arrête d'œuvrer pour une économie qui ne met que l'argent au centre, que l'individualisme et la peur, et que je puisse œuvrer pour une économie qui met au centre l'humain, la vie, le partage, et oui, en entreprise, l'amour. À cet instant-là, il s'est passé plein de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Donc, j'ai investi dans des startups pour comprendre la rupture numérique. Certaines aujourd'hui sont start matures. J'ai développé des programmes de bien-être avec des... Non, on a développé, on ne fait rien tout seul. Nous avons développé des programmes pour le bien-être entreprise pour 4500 entreprises. On a travaillé avec des dirigeants d'entreprises, des sociétés dans la prévention du burn-out. J'ai parlé à des milliers de personnes, etc., etc. Et aujourd'hui, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je leur raconte toutes ces choses et je fais un de ces talks d'inspiration. Et ça, ce n'est pas juste. Non. Parce que peu importe ce que nous avons fait, peu importe ce que j'ai fait, aujourd'hui encore, le monde a besoin de beaucoup d'efforts pour qu'il change. Donc, je n'en ai pas fait assez. Et du coup, je me suis dit, ce que je vais faire, je vais partager avec vous 3 pépites du changement de paradigme. La première pépite, celle que j'ai appris grâce à Marc Alevi, c'est qu'il faut oser le jeu. Du jour de ma naissance au jour de ma mort, la seule présence qui sera tout le temps avec moi, c'est moi. Alors ne me faites pas croire que m'occuper de moi, c'est être égoïste, narcissique, égotique et tous ces noms d'oiseaux que l'on donne aux différentes personnes qui parlent au jeu. Si je reste bloqué là-dedans, je suis d'accord. Mais le jeu n'est pas là-dedans. L'objectif est d'oser le jeu. Pourquoi? Pour oser un premier pas majeur. Moi, on m'avait toujours dit, Iker, si tu veux être un grand dirigeant, si tu veux être un bon manager, observe autour de toi, bouge les pièces, influence les dynamiques systémiques, et si elles sont à ton avantage, tu seras un grand leader. Bullshit! Tous nos problèmes sont à l'intérieur de nous. Jamais on m'avait dit qu'il fallait que je regarde à l'intérieur. Regarde à l'extérieur. Tous les fautifs sont par là. Faux. L'immense majorité, presque 99,9% des problèmes que j'ai dans ma vie, je les ai à l'intérieur, je les cultive et je les mérite. À partir de là, j'apprends qu'il faut que je regarde à l'intérieur, que je travaille mes fêlures et que j'aille voir ce miroir où je suis complètement à poil, devant lequel je ne peux pas me déguiser comme je fais dans la vie de tous les jours. Vous l'aurez compris, dans ce chemin, je fais quoi? Le premier changement de paradigme, c'est le passage d'un égo-système vers un écosystème. Parce que dans ce passage-là, j'apprends à grandir. Et quand je grandis, je reconnais que je suis entouré d'individus, d'hommes et de femmes qui aussi ont des fêlures et qui aussi cherchent à grandir. Et un vrai leader grandit pour aider les autres à grandir. Et c'est là qu'on rentre dans l'ouverture du jeu au nous. Deuxième pépite de ce changement de paradigme, où l'on va d'un monde individualiste vers un monde de partage. Et quoi de plus beau dans le partage que de vivre une aventure humaine partagée, ensemble, cet esprit qui nous rassemble. Alors je vais vous parler d'une formule qui est la pierre philosophale. Vous appliquerez cette formule et vous transformerez en or ce que vous toucherez dans votre vie pro et perso. Quelle est cette formule? Celle de la dynamique des groupes. Tout groupe, on nous a toujours dit, pour qu'il fonctionne, il doit produire pour se projeter et il doit avoir un lien affectif à ce travail-là pour donner du sens. Ok, super. Mais quand on creuse la question, on se rend compte qu'il faut beaucoup plus que ça pour avoir du sens. Il faut que ce sens soit aligné avec une raison d'être, avec un pourquoi. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez aller loin. Mais ça va plus loin encore. Parce que l'une des leçons magnifiques que j'ai apprises dans cette fabuleuse industrie de la glisse, c'est qu'en plus du sens, il faut de l'identité. L'identité, c'est ce qui fait que vous êtes fiers de vos couleurs. L'identité, ce sont vos valeurs, votre raison d'être, votre culture,
votre style de vie, ce qui fait que vous vous reconnaissez, ce qui fait que vous avez envie de faire des choses ensemble. Ce qui fait que certaines personnes peuvent arriver à faire ça. Se tatouer sur le dos le logo de leur entreprise. Et ça, c'était monnaie courante dans notre industrie. On a envoyé un paquet. Les mecs qui venaient, étaient dans une compétition, j'avais même des salariés qui étaient tatoués avec les logos avec lesquels on travaillait. C'était pas cette entreprise. Et ça fait rien. Comme celle-là, elle est très connue, c'est un très bon exemple. Bref, le mec, il vient, ouais, tout content, il s'est tatoué ton logo. Et là, tu dis, c'est trop tard, hein, il l'a déjà fait. Quelle plus grande preuve d'engagement pour mon travail peut-il y avoir que ce bonhomme qui s'est tatoué le corps avec mon logo? Ça, c'est la preuve de la puissance de l'identité. Vous comprenez bien, je ne suis pas en train de vous dire de vous tatouer la carte de visite sur le torse. C'est juste pour illustrer la puissance de l'identité. À ces gens-là, quand ils venaient, je me disais, écoute, dans ma tête, c'est déjà trop tard, il l'a déjà fait. Donc j'avais un gros budget marketing et je l'ai gavé de cadeaux. Je me dirais, au moins, tu seras content plus longtemps avant de te rendre compte de ce que tu as fait. Mais ce n'est pas suffisant, l'identité. Parce que l'Église m'a encore appris une autre leçon. Quand j'ai commencé dans cette industrie, personne ne pariait un copec pour ma carrière. Même moi, je doutais de pouvoir payer mes factures en travaillant dans l'industrie du surf. Pourtant, aujourd'hui, elle pèse 60 milliards d'euros dans le monde. Et j'étais loin d'imaginer que je pourrais gagner aussi bien ma vie grâce au surf. Mais pourquoi ça a marché? Parce que nous étions de grands dirigeants d'entreprises hyper intelligents, de grands stratèges et tout ça. Que dalle! On était une bande de surfeurs branleurs. Mais on avait une chose. On avait un rêve. Et ce rêve, nous voulions le partager. On voulait que le plus grand nombre de personnes au monde puissent connaître la magnifique divinité, je dirais presque, de vivre en communion avec la nature grâce à une planche. Et des millions de personnes ont suivi notre rêve. Et c'est ça qui a fait le succès de notre industrie. Les plus grands de cette industrie ne savent même pas comment ils ont fait. Ils ont juste se contenter de vivre et partager ce rêve. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il ne suffit pas de rêver. Encore faut-il que nos rêves deviennent réalité, qu'ils s'engramment dans la matière et qu'on ne soit pas perdu dans ces espaces utopiques. Et quand j'engramme un rêve dans la réalité, la dernière partie de la formule, il faut que je le fête avec une belle action symbolique pour marquer les rêves devenus réalité. Oui, à ce moment-là, on est conscient qu'on a rêvé et on l'a fait. On dit souvent, les surfeurs, branleurs, fumeurs de pétard. C'est un peu l'inconscient collectif qui imagine ça. C'est pas vrai. On faisait juste fêter les rêves devenus réalité. Après, comme notre vie était un rêve, on faisait la fête tout le temps. Alors, qu'est-ce qui fait que nous n'allons pas vers nos rêves? Qu'est-ce qui fait qu'on rêve mais on n'y arrive pas? Passez-moi la deuxième expression, les putains de murs. Ces murs qu'on se trouve face à notre nez, composés des briques de nos peurs, nos doutes, nos complexes, nos incertitudes, nos croyances limitantes, et ces murs qui nous empêchent d'avancer, et qui nous apportent toutes les excuses au monde pour ne pas aller vers notre rêve. Mais quand vous commencez à appliquer ces deux changements de paradigme, que vous commencez à regarder vers l'intérieur, que vous commencez à grandir à vous-même, que vous commencez à accompagner le groupe pour que lui-même, ensemble, vous puissiez vous élever, vous allez aller tellement haut qu'il n'existe plus aucun mur que vous ne puissiez gravir. Vous verrez qu'il n'existe aucun mur au monde qui ne puisse pas être surpassé. Et à ce moment-là, vous comprenez que vous avez beau avoir ces briques devant le nez, vous arrêtez de les voir parce que vous savez que derrière ces briques, il y a votre avenir. Derrière ces briques, il y a votre rêve devenu réalité. Et tous ensemble, quand le groupe se sublime, il n'a qu'une envie, faire péter en 1000 morceaux ces briques pour aller saisir la véritable magnificence de cette aventure humaine partagée. Ça, c'est la formule de la pierre philosophique de la dynamique des groupes. Et quand un groupe se sublime à lui-même, il grandit naturellement vers quoi? Vers sa prise de conscience de son appartenance à un écosystème, à un environnement. À cet instant-là, on rentre dans la troisième pépite de ce changement de paradigme, où soudainement, on devient conscient de notre empreinte dans le monde. Et quelle va-t-elle être? Sera-t-elle positive? Sera-t-elle négative? Quand je commence à m'intéresser à ça, je découvre une étude scientifique complètement dingue. Un groupe de bonhommes qui décident, qui se disent, voilà, est-ce qu'il nous est possible d'influencer une population juste par l'intention?
Pour être sûr de bien calculer le truc, ils sont partis en pleine guerre du Liban à Beyrouth. Ils ont rassemblé un groupe de personnes et ils disent, les gars, on va envoyer de la paix et de l'amour dans les zones en conflit. En pleine guerre. Et on va voir ce qui se passe. Au bout d'un an, ils ont réussi à prouver qu'il y avait une corrélation positive. Chaque fois qu'ils se réunissaient, il y avait une chute très importante des violences, des combats, des agressions. Mais pas de 1 ou 2 points pour cent que l'on pourrait batailler. 70%. Ça, c'est au bout d'un an. Ils sont restés 2 ans. Parce que les mecs, pas contents du résultat qui était déjà assez exceptionnel, ils se sont dit, attends, combien de monde devons-nous être pour influencer une population de quelle taille? Racine carrée de 1%. C'est-à-dire que si ici nous sommes aujourd'hui 100 personnes, et que nous sommes ce groupe-là, ça veut dire que nous sommes racine carrée de 1% d'une population égale 100. Quelle est la taille de cette population? Pour enlever la racine carrée, je fais le carré de 100. 100 fois 100, 10 000. Si 10 000, il n'y a plus la racine carrée, c'est égal à 1%. Vous me suivez? Donc 100%. 10 000 fois 100. 1 suivi de 6 zéros. Là, nous, 1 million de personnes. Ça veut dire que si aujourd'hui, je vous avais dit de nous mettre ensemble et d'envoyer une intention de paix et d'amour dans notre entourage, ce soir, même les vaches et les coléoptères du département auraient fait la même. Alors qu'est-ce que je veux vous dire par là? Troisième changement de paradigme. C'est qu'aussi petits que nos groupes soient-ils, il est possible de changer le monde. Alors où est-ce que je voulais vous amener après ça? Au seul endroit que nous rêvons de rejoindre depuis que nous sommes tout petits. Chers amis, il existe. Le monde des bisounours existe. Je l'ai vécu pendant 15 ans, et pas une fois. J'ai été très bien payé pour surfer les plus belles vagues au monde, dévaler les plus belles montagnes avec mon snowboard. Et comme j'étais nul en sport, personne ne me demandait quoi que ce soit, parce que c'était les autres qui travaillaient à ma place. C'était possible. Jamais je n'aurais imaginé que je puisse vivre ça. Donc le monde de bisounours existe. Mais je peux vous dire une chose aussi, c'est qu'il y a une seule personne au monde qui ne le connaîtra jamais. Celui qui ferme la porte qui y donne accès en disant qu'il n'existe pas. Et au bout de tout ce parcours, je vous ai donné les 3 pépites du changement de paradigme. Je me retrouve, au jour du départ, sur mon lit d'hôpital, juste après l'expérience de mort imminente. Et je me pose la seule question qui vaille. C'est quoi mon bonheur? Et là, la réponse, elle est claire. Mon canapé Ikea. Un Hector à 800 €. Je l'ai encore aujourd'hui, symbolique. Couché dessus, j'ai mon plaid rose et vert que j'ai piqué à la copine à la mamie de ma copine. 0. Un livre, ça peut être un pocket à 5 €. Mon chat et les gens que j'aime. Où étaient passées toutes mes ambitions de carrière, ma course patrimoniale, mon compte en banque qui débordait? Où était passé tout ça? J'avais pas besoin de tout ça. Là, ici et maintenant, dans ce lit d'hôpital, je sais que mon bonheur est simple. Alors, s'il y a tout ce que je vous ai raconté, vous rajoutez la simplicité. Il nous reste juste une seule chose à faire. Nous poser la question de qu'allons-nous faire avec la magnifique feuille blanche qui s'étend devant nous? Parce que nous avons 2 premiers choix. Rester assis sur nos fesses et regarder les 5 ruptures amener le monde là où elles veulent l'amener. Et le cas échéant, éventuellement, n'avoir que nos yeux pour pleurer. Ou décider de nous lever, de porter des lunettes vertes, de commencer à voir le monde différemment. Et comprendre qu'encore aujourd'hui, peu importe tout ce qui a été fait, peu importe ce que je vous raconte, ça n'a pas été suffisant. Mais ce qui est sûr, que ça nous plaise ou pas, nous sommes la génération du changement. Nous allons devoir le vivre. En dépit de notre volonté, le coup de pied dans les fesses, on l'a pris et on plonge dans le vide. Alors, êtes-vous prêts? Il suffit d'une question de posture. Et si vous êtes prêts à me suivre, si vous êtes prêts à nous suivre, je vous tends mes lunettes vertes. Parce qu'on a encore besoin de beaucoup de monde. Parce que pas assez a été fait pour aller vers un monde où prime le rêve, l'épanouissement, le bonheur
et je le souligne avant tout et surtout, amour.